Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes. Chaque jour, nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'argent et comme à notre habitude, nous nous interrogeons encore au cours de cette journée. Mais le sujet qui nous intéresse parle des Salomoniens. Alors où la communauté africaine se trouve agitée par le retour aux sources du mouvement afro et aussi par les différentes manières de les coiffer, il existe tout à côté dans ce monde des peuples noirs, mais aux cheveux blancs. Bien qu'étant incroyable, c'est bel et bien une réalité qui d'ailleurs n'a eu de cesse de susciter bien des interrogations. Il ne s'agit ni plus ni moins que des Salomoniens, des autochtones des îles Salomon, un archipel situé en Mélanésie. La Mélanésie est située au nord-est de l'Australie et est l'un des trois grands groupes traditionnels de l'océan Pacifique qui ensemble forment l'Océanie. Océanie, on va le dire comme ça, est constituée de 5 îles principales et dans ces îles vivent des Noirs. Eh bien, ce sont la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, l'île Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les îles Fidji. Eh bien, les Salomoniens ont cette particularité d'avoir une peau noire, des cheveux blancs. Or, cette spécificité de leurs cheveux a suscité la curiosité du monde entier, faisant suite à quelques hypothèses sur leurs origines. Mais n'est-ce pas là la preuve que la première race sur Terre est noire et que le reste des races vient juste après? Certains supposaient que cette couleur blonde était due au bain de mer de ses habitants couplé à l'exposition du soleil, que nenni. D'autres, par contre, affirmaient qu'il s'agissait d'un effet de métissage avec les explorateurs ou les colons venus d'Europe par le passé. Là encore, c'était zéro. D'autres encore attribuaient cette couleur blonde de cheveux à la consommation par ces peuples du poisson. Allez savoir jusqu'où, on va le dire, il y a eu des supputations. Seulement, il a fallu des études sérieuses de plusieurs généticiens. Oui, on parle de généticiens. Et l'un d'eux, Sean Miles, pour rendre ses précédentes hypothèses erronées, nous dit que pour cause, il dit que après avoir comparé les caractéristiques génétiques des échantillons de salive et de cheveux de 1209 Salomoniens, plus précisément 43 insulaires blancs et 42 insulaires bruns, il a découvert que les hommes blancs présentent de façon générale 2 copies identiques d'un gène mutant unique au monde entier et nommé le TYRP1. Ce gène est présent chez 26% de la population de l'île. Les enfants aux cheveux blancs, les héritant directement de leurs parents. C'est donc un gène récessif. Fin de citation, c'est ce que lui aussi, il nous fait savoir. Par ailleurs, il faut préciser que le gène TYRP1 est différent du gène qui procure les cheveux blancs aux Européens et n'existe aucunement dans la génétique européenne. Qui croit finalement, puisqu'on va de supputation en supputation, de recherche en recherche, et l'une d'ailleurs les plus amusantes, c'est de dire que parce que ces hommes et femmes se nourrissent de poissons. Allez savoir ce qui se cache derrière. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin. Salomonien, noir aux cheveux blancs, la preuve que le noir est le premier homme, c'est notre grande interrogation. Mais pour reprendre à notre question, il fallait qu'on appelle le docteur Jean-Paul Mbelek, qui est astrophysicien, qui est également égyptologue, mathématicien et surtout panafricaniste, qui lui connaît très bien cette histoire. Docteur Jean-Paul Mbelek, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve et bonjour à tous les téléspectateurs de Panafricaniste TV parle aux panafricains. Bonjour à l'équipe technique. Et je t'écoute Steve. Très heureux de vous avoir, docteur Jean-Paul Mbelek. Ce matin, nous parlons des Salomoniens. C'est le seul noir à la peau très foncée, très noir d'ailleurs, plus que sur le continent africain, mais ils ont des cheveux blancs. Les hypothèses, je vous en ai donné les unes les autres. Certains ont déclaré que c'est parce qu'ils mangeaient le poisson. Je veux bien savoir, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, d'abord au niveau de la population noire en Asie, oui. Qui va jusqu'au Pacifique. Là, tu as parlé des îles. Hein, oui, des îles, j'en ai parlé. Mais il y a d'autres îles où il y a des populations noires, et même le continent asiatique. Oui. Au Japon, il y a des populations noires, bon, très minoritaires, mais elles existent. Oui. Aux Philippines, il y a des populations noires, on les appelle les négritos, ils sont très nombreux. En Chine également. En Chine, oui, au Vietnam, oui. Cambodge,
Dans tous ces pays-là, il y a des populations noires. Voilà. Elles ne sont pas très visibles, mais elles existent encore aujourd'hui. En Inde même, où bien sûr il y a des Noirs en Inde, type indien on va dire, hindou. Au sud de l'Inde, nous avons des Noirs qu'on appelle les Dravidiens, même, il y en a même un peu au nord aussi, hein, les Dravidiens. Et eux, ils sont noirs, bon, avec des cheveux rarement crépus, en général c'est lisse. Oui. Sauf qu'en Inde même, il y a des populations, mais ce n'est pas la même origine. C'est-à-dire que les populations dont nous parlons jusqu'à présent, là, avant ce que je vais dire maintenant, sont des populations préhistoriques. C'est-à-dire que dès les origines, elles étaient... Dès les origines. Par exemple, au large de l'Inde, dans les îles Andaman, en allant vers la Birmanie, hein, il y a des populations noires, cheveux crépus en plus. Comme on a par exemple les Jarawa. Oui. Voilà, mais ce n'est pas les seuls, les sentinelles. Voilà. Mais sur le continent indien, là, dans le sous-continent indien, il y a des populations noires historiques. C'est-à-dire qu'elles sont là déjà à l'époque historique, même si c'est avant Jésus-Christ, c'était déjà l'histoire quand même. Okay, voilà. Il y a d'autres qui sont venus après Jésus-Christ, avec le commerce. Par exemple, les populations swahili faisaient le commerce avec l'Asie. Les populations swahili, c'est la côte est-africaine. Swahili, c'est les habitants de la côte. C'est des très grands navigateurs. Ils vont en haute mer, ils vont jusqu'en Chine. Donc, ils ont leurs descendants là. Et souvent, on nous dit seulement que ces Noirs-là qu'on trouve par exemple en Inde, les Sidi par exemple, on a tendance à les présenter comme les descendants d'esclaves. Oui. Que c'est des Turcs qui, dans leur trafic d'esclaves, qui ont laissé. Donc en fait, partout où on voit un Noir hors d'Afrique, on va dire que c'est... Même en Afrique du Nord, on voit un Noir, on dit que c'est un esclave. En fait, l'Africain, alors que l'homme est né en Afrique, sa seule résidence, c'est l'Afrique subsaharienne. Okay? L'homme est né en Afrique, hein. Mais... je dis que ces gens-là ne sont pas une contradiction près. L'homme est né en Afrique, mais dans la tête des gens, même de certains scientifiques, même si aujourd'hui il y a une évolution qui force à reconnaître les vérités, au nord de l'Afrique, il serait blanc. Alors qu'en même temps, ils vont nous expliquer que non, il n'y avait pas de blanc avant telle époque. Après, en même temps, ils vont nous expliquer qu'il a fallu que l'homme soit d'Afrique et subisse des viols, parce que je vais y revenir. Des viols de la part des Néandertaliens, des Denissoviens, voilà. Et c'est ça qui explique le blanc. Mais sinon, ça veut dire que jusque-là, il était noir. Bah alors s'il était noir, à fortiori en Afrique, et puis s'il était noir en Afrique, pourquoi il ne serait pas noir en Inde? Ok. Donc là tu as raison. C'est-à-dire qu'à défaut de faire de l'archéologie, oui, le fait que les Noirs soient disséminés dans toutes ces régions-là, y compris en Europe, Steve, mais surtout dans ces régions, parce qu'en Europe, on va tout te présenter que c'est la partie historique, même si c'est avant Jésus-Christ. Alors qu'en Asie, nous avons la partie préhistorique. Les Kanaks, ça fait plus de 20 000 ans qu'ils sont là-bas. Les Jarawa, il y a plus de 60 000 ans. C'est les populations les plus anciennes d'Asie, depuis les origines. Ils n'ont presque pas changé d'ailleurs. Donc tout en fait, l'Asie a ce privilège-là, qui dans toutes ces régions, il y a des populations noires, et qui marque de fait, sans faire d'archéologie, que l'origine de l'homme est noire. Non seulement est africain et noir. Et noir. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que si par exemple, tu veux regarder en Europe, ok? Oui. Il y a aussi des Noirs en Europe. Mais même ça, les gens ne savent pas. Parce que si l'homme est né en Afrique, c'est aussi en Afrique que sortiront les premières civilisations. Mais ces civilisations-là vont aussi aller à la conquête du monde. Par exemple, il y avait des troupes égyptiennes en Grèce, et nous savons que c'est les Égyptiens qui ont civilisé les Grecs. Avant même que les Grecs commencent à venir faire des voyages en Afrique, avec Pythagore, tout ça. Et les autres sont graves. Tous ces gens-là, voilà. Mais les Égyptiens étaient déjà sur place. Donc, il y a des populations noires encore aujourd'hui autochtones en Europe. Je ne parle pas de la Turquie, Europe occidentale, enfin en tout cas en allant vers l'Occident. Je vais donner un exemple. Oui. En Yougoslavie, il y a des populations noires. Oui, moi j'ai eu un élève yougoslave qui était noir. Je donne même son nom, il s'appelait Ristik. Et je me souviens une fois, j'ai dit, mais Ristik, attends. Toi, Ristik, c'est un nom yougoslave. Oui. Mais pourquoi tu as tué noir? Tu as un parent? Il me dit non. Les Yougoslaves, sa famille, ils sont nombreux comme ça là-bas. Je lui dis, tu viens d'où? Il me dit, la Macédoine. Bon, quelles sont vos origines? Et il me dit que dans leur tradition, on leur dit qu'ils viennent de l'Égypte ancienne. De l'Égypte en fait, n'a pas dit ancienne, d'Égypte. Voilà. Et quand tu lis Hérodote, tu vois bien qu'il y avait des troupes à l'époque du pharaon. C'est Noisret. Oui. Que les Français traduisent par Sésostris. Oui. Sésostris, le troisième du nom, là. C'est Noisret.
il avait ses troupes dans les chroniques égyptiennes, et même grecques. On parle bien des troupes de Sésostris. Hérodote même en parle. Parce qu'à un moment donné, il parle des populations kolches. Population kolche, c'est dans la mer, vers la mer Noire, là. Mais en Russie, donc on est en Russie. En Russie, aujourd'hui, il y a des villages, des populations noires. En Turquie, il y a des Noirs qui ont leur village, là. En Russie, l'Abkhazie. L'Abkhazie, c'est dans le Caucase. C'est pas loin, à côté de la Géorgie, frontière avec la Géorgie. Mais il s'est fait partie de la Fédération de Russie. Hein. Il y a des populations noires autochtones qui ont leur village, je te le dis, en Abkhazie, aujourd'hui encore. Ça corrobore tous les dires de Hérodote. Ça, c'est les Noirs historiques. Mais tu vois, l'avantage de l'Asie, c'est que tu as les Noirs préhistoriques, en plus des Noirs historiques. Historiques, c'est-à-dire que dès qu'il y a l'Égypte constituée, l'État égyptien, donc on est là à 3000 ans, il y a plus de 5000 ans, ben, ils voyagent, ils vont civiliser les gens, ils commercent. Ben, ces populations noires, tout le monde ne bouge pas, elles sont restées là. Donc les premiers Noirs préhistoriques ont pu être assimilés, et même l'environnement n'étant pas favorable, ils ont disparu. Donc finalement, on dit heureusement que les Blancs existent. Hein. Donc Dieu n'est pas bête. Heureusement que les Blancs existent. Parce que si ça avait été que des Noirs, il y a des régions du monde où alors la population serait très faible. Parce que le Noir n'est pas le plus adapté. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les moyens de protection. Mais mets-toi à l'époque, il ne faut pas faire de l'anachronisme. Oui. Avec les moyens qu'on avait à l'époque préhistorique, ce n'était pas le plus adapté. Mais ils ne pouvaient pas non plus rester en Afrique, puisque le problème de l'homme, c'est de bouger. Oui. Voilà. Mais pour se pérenniser, heureusement que les Blancs existent. Celui qui a créé l'humanité a su faire. Alors maintenant, avant tu veux poser une question, mais j'aimerais faire une nuance. Allez-y. Voilà. La nuance est la suivante. Ce qui surprend les gens, quand ils voient les Noirs, comme chez les Salomoniens, là, avec les cheveux blonds. Chez les Kanaks aussi, il y en a. Hein. Mais l'avantage des Salomoniens, c'est que même des adultes. Donc, ils ont même les cheveux roux aussi. Cheveux roux. Voilà. Or, dans les études occidentales, on a habitué les gens à penser que le roux est une propre du blanc. J'ai eu une discussion comme ça un jour, parce que la mère de mes enfants, elle est française. Et un beau jour, comme ça, dans une discussion dans la famille, là, et je dis que moi-même, je suis roux. Et le gars, il me regarde, et son frère, un de ses frères qui est décédé, malheureusement pour lui, enfin, il est décédé, et il me dit, parce que je dis n'importe quoi, il n'y a pas de roux chez les Noirs, il n'y a que les Blancs qui sont roux. Je lui dis, regarde-moi bien, j'ai des taches de rousseur, non? Mais taches de rousseur veut dire que je suis roux. Et d'ailleurs, moi, tous mes enfants ont des taches de rousseur. Et j'avais une grande tante qui est décédée il n'y a pas longtemps, elle en avait encore plus que moi. Tous mes enfants ont des taches de rousseur. Celle qui a le type blanc et les autres qui ont le type métis courant, plus ou moins, ils ont tous des taches de rousseur. Mais leur maman n'a pas de taches de rousseur. Donc ça vient bien de moi. Exact. Voilà, c'est pas tout. Alors, c'est que quand j'étais jeune, j'avais des cheveux rouges aussi. Oui, rougeoyants. Oui. Bon, maintenant ils sont noirs. Donc le roux existe bien chez les noirs. Et donc les gens, ils sont bêtes. Pas parce que le blanc est celui qu'on voit souvent porter ce caractère, ce qui veut dire que le blanc ne l'a pas. Ce qu'on ignore, c'est quoi? C'est que dès que tu dis que l'homme est né en Afrique, c'est-à-dire que le plus grand fonds génétique de l'humanité, c'est en Afrique. Ça porte un nom, l'effet Goulot, d'autres l'appellent l'effet fondateur. C'est que le plus gros stock des gènes. Donc ça veut dire qu'il y a des chances qu'en Afrique, tous les gènes qu'on trouve, c'est que si c'est des cheveux blancs, même si c'est une partie, c'est pas exactement le même gène chez l'Africain parce que l'Européen subit une mutation. Oui. Ils ont subi, tout le monde subit des mutations, mais ils ont subi des mutations dans un environnement qui n'est pas l'Afrique. Tu comprends? Oui. Voilà. Donc, et puis comme c'est pas l'Afrique, il n'y a aucune raison que ce soit exactement la même, puisque c'est plus la même région. On subit les mêmes influences. Même la nourriture qu'on mange n'est pas la même. Ok? Donc, mais quand même, l'essentiel des traits qu'on trouve, que ce soit les yeux bridés, il y a les yeux bridés en Afrique. Les cheveux blonds. Même en Afrique, il y a des cheveux blonds. Et ce n'est pas le métissage forcément. Mais comme c'est en Afrique et c'est minoritaire, a priori, ça sera qu'il y a du métissage, même si personne n'a jamais prouvé que celui-ci est métisse. Okay? Il y a les cheveux roux, on en a parlé. Il y a des blancs qui naissent parmi les noirs. Il n'y a pas longtemps encore, il y a un cas qui a fait parler beaucoup de lui là, au Nigeria. Là. Oui. Voilà. Donc, en fait, le problème, c'est que les Blancs ont telle ou telle caractéristique, on peut les citer, nommer, il y en a un certain nombre, les Asiatiques aussi. Donc c'est la probabilité pour qu'un Africain ait sous ces caractéristiques en lui, qui est faible. Mais ça ne veut pas dire que ces caractéristiques n'existent pas en Afrique, puisque l'origine de l'humanité c'est en Afrique. Donc ça ne m'étonne pas. Alors, la deuxième développement, j'attends peut-être que tu as une question, pour que j'enchaîne avec. Allez-y, j'avais votre deuxième développement. Alors, donc,
ces gens-là qui ont inventé des explications populaires, c'est-à-dire que ça n'a rien de scientifique, mais bon, c'est le poisson, c'est bon, explications populaires. Voilà. Ces gens-là, ils sont obligés, quand ils en viennent maintenant à la science, Oui. qui n'est pas la science comme on pense. Parce que depuis le début du XXe siècle, je peux me donner un nom, Oui. Kamerlingh Onnes, pour le côté physique. Depuis Kamerlingh Onnes, qui a eu son prix Nobel en 1911, enfin en tout cas il a découvert ce phénomène qu'on appelle la superconductivité. On lui a prêté la découverte du phénomène parce que c'est même pas lui. Mais bon, comme c'est lui qui avait le laboratoire, c'est un Hollandais, Kamerlingh Onnes, on est en 1911, il se développe maintenant ce qu'on appelle la Big Science. La Big Science, c'est-à-dire que la science gérée par beaucoup de fonds et des équipes nombreuses qui demandent toute une organisation, Oui. qu'elle soit privée ou étatique. C'est la Big Science. Alors le problème avec la Big Science, c'est quoi? C'est que on est exposé à la fraude, mais qui cache bien son nom. C'est qu'une fraude comme l'homme de Piltdown. Oui. L'homme de Piltdown, c'est 1912, avec Dawson, Charles Dawson, qui a été détruite par un Anglais, qui a été détruite par un autre Anglais, du nom de Oakley. Voilà. Une telle fraude, elle a quand même duré 38 ans. Mais elle était grossière quand on l'a démasquée. C'est grossier. Voilà. C'est Kenneth Page Oakley qui démasque ça. Il démontre que ce crâne-là, que Dawson a fabriqué de toutes pièces, et a mis là, dans la boue, au sud de l'Angleterre, une région qu'on appelle le Sussex. Voilà. Un village, Piltdown. Il a mis ça là. Et il a appelé les journalistes. Venez, j'ai découvert un truc. 38 ans, Steve, d'escroquerie. Mais l'autre, il fait un raisonnement scientifique. Parce qu'à chaque fois qu'on demandait à Dawson de remettre le crâne pour analyse complémentaire par d'autres, oui, c'est comme ça marche la science, normalement, il refuse. Voilà. Et puis, bon, il refuse, mais d'autres gens remarquent que les spécialistes, là, quand tu regardes ce crâne, tel qu'il est exposé là, ils ont l'impression que ça ne se colle pas bien au niveau des articulations, là, entre la mâchoire supérieure et la mâchoire inférieure. Donc c'est ainsi que Oakley, Kenneth Page Oakley, qui était un Anglais aussi, et qui venait de mettre au point une méthode de datation par le fluor, insiste et finit par obtenir qu'on lui remette le crâne de l'homme de Piltdown. Le raisonnement est le suivant. Si je fais le dosage de la mâchoire supérieure, le dosage du fluor, et aussi de la mâchoire inférieure, comme c'est le même individu, le taux doit être le même. Il y a quelques instituts que tout le monde connaît, mais qui ne changeront pas le fait que c'est le même individu. Sauf que le taux était très différent, Steve. On a découvert qu'il y avait une partie d'un homme moderne du XVIe siècle, une mâchoire d'orang-outan, il a même mis de la patine pour faire vieux, donc c'est un faux. Dawson n'a jamais été jugé pour ça. Il s'est même permis de dire que cette fraude, c'était une plaisanterie pour voir si les scientifiques sont capables de démasquer un faux. C'est de la connerie, tu vois. Donc ça, c'était grossier. Mais dans la big science aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi j'ai fait ce développement. C'est pas évident de démasquer un faux. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas les capacités annoncées de vérifier la découverte prétendue de ceux qui se l'approprient, quoi. Oui. Ok? Ça peut être une fraude. Je vais donner un exemple. On te dit que quand l'homme moderne sort d'Afrique, il va rencontrer des Néandertaliens qui vont violer leur femme. Et donc la femme, elle rentre à la maison et donne naissance à un hybride. C'est le problème de l'hybridation. On y est, tu vas comprendre. Je vais te dire que ne sois pas étonné, bon, tu as fait cette étude, ne sois pas étonné que maintenant c'est de ça plus populaire. Maintenant on va t'expliquer que celui-ci, il n'est pas comme tu penses. Oui. Tu comprends? Alors, moi je te dis que c'est faux. Et que ça ne demande pas de faire beaucoup d'analyses scientifiques pour voir que c'est une fraude. Mais c'est une fraude qui fait par des gens qui savent que les moyens qu'ils ont mis en avant, à savoir le séquençage de l'ADN, oui, n'est pas à la portée de toutes les nations, si vraiment on fait de la science. Mais moi je te dis que ce n'est pas pour autant qu'eux ils en font une. Parce que quand ils disent qu'ils ont séquencé, je doute de la séquençation là. Tu comprends? Mais les gens leur donnent ce crédit. Pourquoi? Parce que c'est fait à l'Institut Max Planck à Heidelberg. Comme c'est Max Planck en Allemagne à Heidelberg, c'est bon. C'est que, comme ils le disent, c'est qu'ils le font. Tu comprends? Mais essaie d'aller visiter le laboratoire avec une équipe bien groupée. Tu vas voir qu'ils ne vont pas te laisser entrer. Ils ne vont pas te montrer ce qu'il faut. Ils ne vont même pas te laisser des gens là pour voir comment ils font. Pour que toi-même tu sois convaincu que oui, c'est bien ça. Ils ne vont pas te laisser. Tous ceux qui travaillent là sont des gens
qui sont en accord avec cette vision et qui ne peuvent pas la contredire. Tu comprends? Pour 10 000 raisons. Oui. Voilà. Alors, donc, on va te dire, mais au soit dit en passant, je bloque ça tout de suite. D'autres font de la science. Ça, c'est Diop qui dit ça, chez Kanta. Il dit que les Occidentaux, il y a plein, chez les Occidentaux, il y a plein d'idéologues, des gens qui falsifient la science. Mais il dit que malgré ça, la science, c'est du coup des Africains, parce que les jeunes Occidentaux, là, qui eux sont vraiment avides de science, tôt ou tard, ils vont faire de la science. Et donc, ils vont donc remettre en cause, un peu comme Oakley l'a fait. Hein. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe? Il a été démontré, parce que l'homme néandertal est supposé être plus fort que l'homme moderne. Donc il peut violer une sapiens. Ok? Ça ne peut pas se faire. Bon, vu la tête du néandertal, ça peut être qu'un viol, quoi. En gros, c'est ça. Bon, mais bon. Jusque-là, bon. Non, ce qui n'est pas faux aussi. On va admettre. Donc, elle est violée. Alors, comme elle est violée, pour que l'enfant, que le gène de l'enfant, là, néandertalien, pas chez les humains, il faut bien qu'elle rentre chez les humains et que l'enfant. Ok? Il y a un problème. C'est qu'il a été démontré que un homme néandertal ne peut jamais donner un enfant à une femme sapiens. Parce qu'il y a un mécanisme qui bloque ça. Bon, il reste d'autres possibilités. C'est que l'homme sapiens, lui, il viole, mais il ne peut pas la violer parce qu'elle est plus forte que lui. Donc, séduisent une néandertalienne et la ramène chez lui et que les femmes sapiens tolèrent cette néandertalienne parmi eux pour qu'elle puisse accoucher et fasse un enfant qui est un hybride. Oui. Ok? Voilà. Donc, on va te dire donc ceci. La différence entre un blanc et un noir, européen par exemple, c'est que tous ceux qui sont sortis d'Afrique ont des gènes, soit néandertaliens, soit dénisoviens. Parce qu'ils ont rencontré des néandertaliens, il y a eu ce phénomène de viol. Écoute bien, Steve. Bon. Donc, on va te dire que, le pourcentage au début, il disait qu'il y a jusqu'à 4% de gènes communs entre les Occidentaux et les néandertaliens. Et les Africains, eux, n'ont pas de gènes néandertaliens parce qu'ils ne sont pas sortis d'Afrique. Donc, ils n'ont pas subi ce viol. Et la couleur blanche vient des néandertaliens. Tu comprends? Le roux aussi, le blond. Tu ne vois pas que c'est une autre déclinaison populaire, mais sous couvert de la science. Une science que, comme c'est une big science, ils savent que personne ne peut vérifier. Voilà. L'autre côté maintenant asiatique, c'est là qui nous intéresse pour les Salomoniens. Ils vont te dire que les Kanaks, là, ils ont beau être noirs. Parce que nous, on comprend la couleur des Noirs Kanaks, Salomoniens, parce qu'ils ont trouvé un climat qui était le même qu'en Afrique. Mais pourtant, ils sont là depuis des millénaires. Mais justement, je dis que nous le comprenons parce qu'ils ont trouvé depuis des millénaires un climat qui n'est pas très différent de celui de l'Afrique. Oui. Donc, non, il n'y a aucune mutation favorable pour qu'ils changent de couleur. On est d'accord. Donc, c'est normal qu'ils soient restés noirs. C'est ça qui explique que ça prouve que, même si on fait l'archéologie, que l'homme vient d'Afrique. C'est tout. C'est justement ce qu'il faut prouver. Mais non, allons dans l'autre sens maintenant. Oui. La nouvelle mode, là, super moderne, avec l'hybridation, séquençage de l'ADN. Alors, d'abord, il y a, pour eux, là, pour expliquer pour eux, on a trouvé une nouvelle espèce. Parce que Néandertal ne va pas là-bas. L'extension de Néandertal est très limitée. Il n'a jamais été jusque là-bas. Donc, on a découvert une nouvelle espèce. Dans une grotte en Russie qu'on appelle Denisova. Denisova. Regarde Denisova. Voilà. Bon, très bien. Mais il n'y a pas de squelette. Hein. Il n'y a pas de crâne, pas de fémur, il n'y a pas de squelette. OK? Une dent. Une dent. Toi, tu sais que tu te balades là, tu trouves une dent. Il n'y a pas de squelette, mais tu as trouvé la dent. Et tu sais que c'est le dent de quelqu'un qui est proche de l'homme. OK? Et on va faire le séquençage de l'ADN. On voit que ça, c'est différent de l'homme moderne. C'est différent des Néandertals. Donc, c'est une nouvelle espèce. C'est l'homme de Denisova. Bon, proche des Néandertals, mais c'est différent parce qu'il est différent des Néandertals. Donc, et ça, c'est pas la génétique. Juste à cause du dent? Oui, pas la génétique. Et le séquençage de l'ADN. Mais je te dis, l'homme de Denisova n'existe que comme ça. Là, en ce moment-là, on est toujours dans la big science. Mais c'est la big science qui permet de tricher, de dire des bêtises pareilles. Mais bien sûr. Donc, voilà une nouvelle espèce qu'on appelle Denisova. Et on va te dire que les gens de Nouvelle-Calédonie, là, les Mélanésiens, ils ont près de... C'est-à-dire qu'eux, ils cracolent. Ils ont même jusqu'à 6% de gènes communs avec les Denisoviens, qu'on n'a jamais vu. Même pas un squelette. Donc, du coup, tu comprends que la blondeur peut s'expliquer. Oui. Et une blondeur spéciale qui n'est pas celle des Européens, puisque c'est Denisova. Oui. Tu comprends? Voilà. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. C'est quoi? Problème est le suivant. Il y en a même plusieurs problèmes. Primo, pour l'hybridation. Parce que si je fais tomber cette hybridation, l'autre, c'est même plus la peine d'en parler. Avec le Néandertal, on a quand même des squelettes. Ça remet en cause l'origine des Nord-Africains.
Parce que les mêmes gens, jusque-là, il y a des Blancs en Afrique du Nord. Puisque on a dit les Blancs, c'est bon l'Afrique subsaharienne. Les Noirs, c'est seulement l'Afrique subsaharienne. Afrique subsaharienne. Ok, puisque l'homme n'est jamais sorti d'Afrique, donc Néandertal n'est jamais entré en Afrique. Bon, comment ça fait qu'il y a des Blancs en Afrique du Nord? C'est une bonne question. Voilà. Or, jusque-là, on parlait d'un Homo sapiens ibéro-mauricien. C'est lui qui donne des Blancs, là. Ok, pour les Berbères. Bon, ce sont des populations qui, à l'origine, ne venaient pas d'Afrique. Comme ça, c'est clair. Oui. Ok. Et il y a eu des invasions des peuples de la mer à l'époque des descendants de Ramsès II, qui ont été vaincus. Certains sont réfugiés à l'ouest. Et d'ailleurs, je signale ici que quand on dit les Palestiniens, les Palestiou, c'est un nom que les Égyptiens connaissent, ils ont eu à les combattre, étaient des gens originaires de la mer Égée, c'est-à-dire en Grèce. Oui. Donc ce n'est pas les mêmes gens qu'on voit aujourd'hui. Et ils n'avaient rien d'arabe. Parce qu'on appelle arabe des gens qui, à la base, ne sont même pas arabes du tout. Pas parce que la langue arabe s'est diffusée avec la religion, mais ce n'est pas des arabes. Les Irakiens ne sont pas des arabes. Bon, aujourd'hui, on dit que c'est des arabes. Les Palestiniens ne sont pas arabes non plus. On dit que c'est des arabes. Je te dis même que leur origine, à la base, bon, ils sont mélangés avec les nègres qui étaient là. Les nègres qui étaient là, c'est les Cananéens, les Phéniciens. Ils sont mélangés avec ces gens-là. Mais les guerriers là, qui venaient pour conquérir, là, les Palestiniens, là, les Palestiaux, là, c'est des Européens à la base. Donc on connaît, la population, on sait qu'entre le 8e siècle et le 11e siècle, en Europe, il y a eu l'esclavage des Blancs, fait par des Blancs eux-mêmes. Quelle que soit la nationalité, pas seulement les Slaves, que même les Français étaient vendus en esclavage. Si tu refusais la conversion au christianisme, soit on te coupait la tête, soit on t'envoyait en esclavage. Et beaucoup sont retournés en Afrique du Nord. Donc la plupart des Blancs, là, qui sont encore Blancs, là. Et puis il y a eu les invasions, les Vikings. Oui. Hein, dans les cheveux bleus, les yeux blancs chez les Kabyles, là. On sait d'où ça vient. Ok. Et c'est pas tout. L'esclavage, ça n'a pas fini. Il y a eu le même esclavage, bon, je parle d'esclavage en grosse proportion, là. J'ai eu cette fenêtre, là, historique, là, pendant 3 siècles. Mais jusqu'au XXe siècle, il y a eu la traite des Blanches. En 1970, encore, il y avait encore la traite des Blanches. On les vendait en Amérique, on les vendait dans les pays arabes, du Golfe. Ok. Mais au début du XXe siècle, les gens d'Afrique du Nord, là, les Maghrébins, là, ils capturaient des Européens, non, qui ramenaient en esclavage en Afrique du Nord. Je te dis, début du XXe siècle. Alors, et d'ailleurs, la conquête de l'Algérie vient de quoi? C'est parce qu'à un moment donné, le roi de France, d'abord, ses caisses sont vides. Il se dit que si je conquiers ce pays, je vais remplir mes caisses. Et deuxièmement, parce qu'il y avait ces enlèvements, là, il y avait le piratage. Donc, il attaque l'Algérie. Voilà. Bon. Et il n'y a pas longtemps, quand le Caïd Essebsi, oui, président tunisien, est décédé, on nous a révélé que son grand-père était Essave, non? Il venait de Sardaigne. Il avait été enlevé. On l'a mis en esclavage en Tunisie. Mais comme il a été adopté par le bear de Tunis, et qu'il était un bon musulman, il a converti à l'islam, voilà, il a gravé les échelons. Et puis voilà que son fils maintenant est président. On a appris tout ça, non? Il n'y a pas longtemps encore, une de nos sœurs, là, elle est algérienne, Hilda Larbaoui, nous a appris qu'il y a 1 million de Turcs en Libye, non? Voilà, de gens d'origine turque. Et que la Turquie a un accord avec l'Occident qui remonte même au début du XXe siècle, après la Première Guerre mondiale, qui dit que les Turcs peuvent intervenir partout où il y a des gens d'ascendance turque. Donc c'est pour expliquer pourquoi la Turquie est en Libye. Souviens-toi qu'à Chypre, les Turcs sont intervenus aussi, parce qu'il y avait une population. Justement. Ce qui prouve que cet accord peut-être existe et marche, comme elle le dit. Bon, c'est pas tout. S'il y a 1 million de Turcs en Libye, il y en a combien là en Tunisie? Le drapeau tunisien, c'est copié-collé avec le drapeau turc. Et moi, j'étais en Tunisie, j'ai eu à discuter avec des Tunisiens qui disaient que oui, nous sommes d'ascendance. Ils étaient même fiers de ça, d'ascendance turque. Donc les Blancs là existent, mais tu vois, c'est comme on disait des Noirs historiques, c'est historique. Et il y a les colons, les descendants de colons. Tout le monde n'a pas fui comme les Français l'ont fait, les pieds noirs l'ont fait. D'autres sont restés, ils ont fait souche. Oui. Donc il y a les colonisateurs, il y a les envahisseurs, il y a les esclaves de toute époque, et tout ça mélangé avec les Noirs. Mais les derniers venus là, les derniers esclaves, ils sont pas forcément tous mélangés avec les Noirs. C'est pour ça que le type blanc existe encore. Alors, donc, la question, on disait donc que l'hybridation pose une question par rapport à l'Afrique. Mais on l'a éclairé. On l'a éclairé. Ça n'a rien à voir avec l'hybridation. OK. Alors, autre chose pour l'hybridation, avant d'aller chez Denis Sauva et détruire cette thèse qui, tu vas la lire. Voilà. Alors, autre chose. Steve, faisons un peu de mathématiques. C'est pas les mathématiques que Cheikh Anta Diop était sûr de l'origine monogénétique africaine, oui, et monogénétique de l'humanité dans les années 50. Les éléments de preuve n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, mais il était sûr. Tu sais, il a résumé ça en disant que la nature ne passe jamais 2 fois par le même chemin. C'est un calcul que j'ai fait dernièrement, là, tu te souviens? Oui. On était ensemble. Mais je peux le faire rapidement. C'est pour dire que si l'idée des polycentristes, c'est qu'ils disent que chaque race a une origine différente. C'est qu'il y a une espèce ancienne qui l'a engendrée. Ce n'est pas l'Africain qui génère les autres.
Voilà, ça c'est des racistes, tu comprends? Forcément, parce que s'ils ne sont pas racistes, pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont, quoi? Ils sont racistes, tout le monde le sait. Voilà. Alors, ils vont te dire, Homo erectus sort d'Afrique. Bon, maintenant, on sait même que c'est même Homo habilis. Mais restons sur l'idée de l'époque. C'est pour ça qu'on l'appelait Erectus, homme debout. Il y a environ 1 500 000 ans. S'il va en Asie, plus tard, il en sortira un homme moderne, issu de celui-là. Oui. S'il va en Europe, bon, il va donner d'abord un. C'est bizarre, parce qu'il va donner naissance à un Néandertal. On ne connaissait pas encore Denisova. Et il va donner aussi naissance à l'homme moderne. Ok, mais européen, non le blanc. Bien sûr, celui qui est resté en Afrique, l'Africain noir. Bon, mais si la probabilité de passer de Homo erectus à Homo sapiens, homme moderne, sapiens, sapiens, 2 fois, homme moderne, on l'appelle P, P comme probabilité. Oui. Étant donné que le fait que l'homme naît en Afrique à partir de Homo erectus ne va pas conditionner le fait qu'elle naisse en Asie, ça n'influence pas. Ou en Europe, c'est indépendant. Les probabilités vont se multiplier si je prends la thèse polycentriste. Donc la probabilité pour que l'homme moderne, l'homo erectus sorti d'Afrique, donne un homme moderne en Asie et en Afrique et en Europe, elle vaut P fois P fois P, P au cube. D'accord? Oui. Bon, sachant que P au cube, la probabilité là, c'est un nombre qui est tout calé entre 0 et 1. Donc un nombre qui est calé entre 0 et 1, quand tu multiplies à lui-même, il diminue. Par exemple, tu prends 0,1, tu multiplies par lui-même, ça fait 0,01, 1 centième. Tu passes 1 dixième, 1 centième. Tu remultiplies encore 3 fois là, ça devient 1 millième. Donc c'est de plus en plus petit. Donc tu comprends que P cube est bien plus petit que P. Bon, maintenant, si on prend la thèse, ça c'était l'hypothèse H0. Prenons l'hypothèse H1. La thèse de chez Diop. Origine africaine et monogénétique. Monogénétique veut dire que l'Africain est un colonisateur, comme il disait lui-même. C'est l'Africain, il naît de Homo erectus par la filiation en Afrique, et c'est celui-là qui sort, il va seulement par adaptation climatique. Okay? Mais il est déjà sorti. Oui. Donc, tu vois que la probabilité n'agit que combien de fois? Une fois. Oui. Donc la probabilité pour que l'homme moderne soit partout de nos jours dans le monde ne vaut que P. Mais P cube est beaucoup très petit par rapport à P. Donc c'est le plus probable qui a lieu et qui a eu lieu. Et c'est ça, la nature ne passe jamais 2 fois par le même chemin. En l'occurrence, ça c'est 3 fois. Il avait raison. Et c'est ça qui permettait qu'il soit ferme dans sa conviction d'une origine africaine par Homo erectus, mais aussi monogénétique, parce que c'est l'homme moderne, né en Afrique, qui sort d'Afrique aussi, et qui peuple le reste du monde. Voilà. Donc maintenant, leur hypothèse, là, je suis dans Denisova, c'est qu'ils vont te dire que, comme les Mélanésiens, d'après eux, leur séquençage, ils peuvent aller jusqu'à 6%. Les 6%, les blondeurs là, le Mélanésien est différent d'Africain. Ce n'est pas l'Africain qui, comme il trouve un climat qui est le même, ne change pas. Okay. Non, il a subi une mute, il a subi une hybridation avec les Denisoviens. C'est ça qui lui donne sa blondeur, à cause de ces 6%. Parce que les Européens, c'était le maximum. Ils ont baissé même, aujourd'hui c'est 2%. Okay. Mais les Denisoviens, les gens de Mélanésie, là, dès le départ, on leur colle 6%. Tu vois où est-ce qu'ils vont en venir? Oui. Voilà. Maintenant, je chute vraiment avec les maths, toujours, pour dire que si, on a fait un calcul tout à l'heure, ils sont de refrain un qui ressemble. Voilà. Supposons même, raison pas l'absurde, qu'il y a eu hybridation, comme ils le disent. Oui. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, pour les Néandertals, là, il y a un homme moderne qui séduit une Néandertalienne et la ramène chez lui. Tout se passe bien. L'enfant naît là. Il a 50% des gènes de chacun, non? Oui. Quelle est la chance pour que cet enfant-là, il fasse un enfant avec une sapiens à son tour? Probabilité. Je vais te dire une chose. Non, essaie de comprendre. Ok? Pour te dire que, regarde, quand on parle de Néandertal et Homo sapiens, c'est comme si l'amour là est naturel. Alors que on est entre hommes modernes. Quand l'Européen quitte l'Europe là, il va en Amérique, il fait des massacres. Ok, je dis, hein, si un extraterrestre quitte la Terre, là, il arrive ici, il ne fera pas la différence entre une mouche et un humain. Parce que tout ça c'est terrestre pour lui, lui il est extra. Comment tu veux que, si un Européen est capable de ne pas supporter un Amérindien et le massacrer, c'est Néandertal qui ne lui ressemble pas du tout, qui va accepter de ne pas détruire, de copuler et faire un enfant gentiment là avec un sapiens. Tu comprends ça? Je comprends. Donc, c'est pas tout. Dans nos sociétés, il y a des gens qui ont de la peine à se marier même. Tu vois? Par exemple, tu es noir, tu tombes chez des blancs racistes. Est-ce que ce noir-là, partout où les gens étaient racistes, les noirs qui étaient là, leur nombre a diminué? Regarde par exemple en Argentine. Mais est-ce que les blancs là acceptent, les blanches là,
ou les blancs, même si la blanche est amoureuse, est-ce que ses frères vont accepter que tu ramènes là, on l'élève normalement? Non! Il n'y a pas entre humains. Donc ce n'est pas cet enfant-là, même si par hasard il y a eu ce viol-là, un jour comme ça, et que ça a donné quelque chose là, un hybride. Il a peu de chances d'épouser une sapiens. On est d'accord? Oui. Le même rejet va jouer encore plus sur lui. Donc comment on fait pour atteindre des taux de 2%? Parce que ça veut dire que c'est comment? 2% c'est pas rien, Steve. Ah, rien du tout. C'est 1 sur 50. Sur des millions, ça fait beaucoup de gens. Donc ça veut dire que on les aimait, quoi. Puis, comme ils ont les cheveux blonds, tout le monde les adore. C'est ce qu'ils disent, hein. Mais tout le monde n'aime pas les cheveux blonds. Supposons même ça. Tu comprends, ça sent l'escroquerie. Parce que les Soros donnent l'argent. Tous ces laboratoires Big Science là, il y a un Soros. Je donne Soros parce que, bon, Oui. il donne de l'argent. Et ils sont des Je sais qu'il donne de l'argent. Voilà. Qui sont là Il veut pour, qu'on démonte telle chose. Il va vous financer la science. Pourvu que tu. On l'a vu pour le coronavirus. On l'a vu pour le coronavirus. Les faux articles là. Et ils vont payer. Donc ne sois pas étonné qu'un jour tu entendes. Et même là, ça existe déjà, ce genre de bêtises. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir été des nôtres. Merci Steve de m'avoir invité. Et je conseille vivement à nos téléspectateurs de ne pas être paresseux sur la chose intellectuelle. C'est l'apanage des Africains. Parce que si nos ancêtres avaient été paresseux là-dessus, le monde n'en serait pas là aujourd'hui. Donc, il faut être fort physiquement, mais il faut aussi, chacun à son niveau, faire le nécessaire pour travailler aussi la chose intellectuelle. Voilà. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Restez sur Panafricanist TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.